Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live sur le mois de mars où nous avons la chance d'ouvrir donc ces lives avec Barbara Abel. Donc Barbara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous d'avoir accepté donc l'invitation du groupe à venir partager avec nous votre univers livresque. Merci de m'avoir invité. Bon, bah, écoutez, c'est un grand plaisir, hein. On entend beaucoup parler de Barbara Abel et on aurait aimé justement en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre univers livresque. Je salue toutes les personnes qui sont là, hein. Je vois que Pascal Fouché-Falco est là, je vois qu'Emery Deliger est là, donc bonsoir à vous. Valérie Chopin, David Petit et encore tout plein de personnes. Donc encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Donc vous connaissez le principe, hein. Les personnes vont pouvoir poser donc des questions en commentaire. Et le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, avant que les premières questions arrivent, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu plus qui est Barbara Abel? Voilà, je suis romancière. Alors, je suis d'origine portugaise. J'allais dire je suis belge, mais non, en fait, je suis portugaise parce que mon père était portugais, donc j'ai pris sa nationalité. Mais en vérité, je suis née à Bruxelles et donc je suis belge dans le cœur. Et je suis donc auteur de romans psychologiques, de thrillers psychologiques. J'aime bien mettre en scène des gens ordinaires à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire et de pousser le bouchon le plus loin possible, mais tout en restant dans une crédibilité de telle sorte qu'on puisse tout à fait s'identifier et qu'on puisse imaginer que c'est le genre de choses qui pourraient nous arriver, même si parfois ça va assez loin. Que dire d'autre Voilà, je sais pas, en gros, c'est ça. Écoutez, mais déjà, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes lancé dans l'écriture, justement? Alors aujourd'hui, il paraît que c'est la journée mondiale de l'écriture. Je l'ai entendu ce matin. Donc justement, la question est bien arrivée, de dire comment vous, personnellement, Barbara Abel, vous vous êtes lancée dans l'écriture. En fait, je me suis lancée dans l'écriture un peu par hasard. Alors, c'est vrai que c'est complètement fou de dire ça parce que, voilà, on n'écrit pas un livre par hasard. Je pense que d'abord, j'étais une très, très grande lectrice. J'étais une lectrice passionnée. Quand j'étais ado, je passais mon temps à lire. Et puis, en vérité, moi, je voulais devenir comédienne. J'avais l'ambition et le rêve fou de devenir actrice, comédienne, etc., faire du cinéma, du théâtre. Et en fait, c'est en écrivant une pièce de théâtre que je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je passais des castings et puis ça marchait pas. J'avais suivi des cours de théâtre ici à Bruxelles. J'étais partie vivre 2 ans à Paris. J'avais, euh, j'avais, euh, j'avais été frappée à pas mal de portes. Et j'avais 23 ans et voilà, ça n'allait pas assez vite à mon goût. Et donc, du coup, j'ai écrit une pièce de théâtre pour la monter, pour l'interpréter sur les scènes théâtrales belges. Et c'est comme ça que l'aventure de l'écriture a commencé, c'est-à-dire que du coup, la pièce, je l'ai écrite avec mon compagnon de l'époque, et puis on l'a montée, je l'ai interprétée avec une comédienne belge qui s'appelle Daniela Visconti. On a tourné pendant un an, ça a été une vraie aventure assez intense et qui a assez bien fonctionné, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu autant de plaisir à l'écrire qu'à l'interpréter, qu'elle a joué. Et comme c'est plus facile d'écrire toute seule chez soi que de faire du théâtre tout seul chez soi, j'ai continué d'écrire tout en passant des castings, etc. Et en fait, c'est un éditeur qui s'est intéressé à moi avant un réalisateur ou un metteur en scène. Et donc, qui m'a commandé, entre guillemets, un bouquin, enfin, qui m'a dit qu'il était intéressé par un roman. Donc, c'était les éditions du Masque. C'était un directeur littéraire qui s'appelle Serge Broussolo, qui est un très grand auteur aussi. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Je lui ai écrit un roman, il l'a publié, et puis le roman a eu le prix Cognac en plus. Donc, il s'est très, très bien vendu. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Écoutez, merci beaucoup. Il y a Lolo Brodeuse qui est là, qui nous dit hâte de lire votre prochain roman. Donc justement, on va avoir l'occasion de parler de l'ensemble de votre univers livresque. Patricia Zerbib qui est là, qui nous dit trop contente de vous voir, chère Barbara. Donc merci à vous. Merci, moi aussi, vraiment. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire, que vous dites que vous êtes essentiellement donc, auteur de thrillers, et aussi auteur de théâtre, quelle est la différence entre justement le thriller et l'écriture de théâtre? Comment on passe du thriller au théâtre?
Mais c'est vraiment, c'est une écriture complètement différente. Déjà, le théâtre, c'est principalement du dialogue. Bon, il y a les didascalies, mais en fait, il faut faire passer beaucoup de choses par le dialogue. Alors que, évidemment, dans les thrillers, et en tout cas dans la littérature, on peut rentrer dans une narration plus descriptive. Moi, je sais que j'aime bien prendre mon temps pour décrire les situations, pour décrire l'état d'esprit des personnages, ce qu'ils ressentent. Euh, Parce que j'ai l'impression que du coup, on va être partie prenante avec leurs émotions. Je pense qu'un livre qui fonctionne, quel qu'il soit, c'est un livre qui crée de l'émotion, que ce soit du thriller, que ce soit de la littérature blanche, que ce soit de l'heroic fantasy, que ce soit une comédie. C'est l'émotion qui, qui accroche le lecteur. Et je le dis de façon d'autant plus assurer que, en fait, je me suis rendu compte, enfin, faites un peu l'expérience même vous-même. Prenez un livre que vous avez lu il y a très très longtemps. Est-ce que vous êtes capable de restituer l'histoire de manière fidèle et de manière précise? En général, non. En général, l'histoire, on l'oublie au fil du temps. En revanche, il y a une chose qu'on n'oublie jamais, c'est l'émotion que le livre nous a procurée. Enfin, je dis le livre, mais en fait, c'est valable pour toutes les formes d'art, pour un film, pour une peinture, pour une sculpture. Moi, il y a des livres que j'ai lus il y a des années, des années. Alors, si on me demandait de les raconter, oh, j'en serais pratiquement incapable. Je me souviens vaguement du thème et quelquefois des personnages, mais il y a plein de livres dont je serais incapable de raconter l'histoire. En revanche, je me souviens parfaitement si j'ai adoré ce livre, s'il m'a ennuyé, s'il m'a mis mal à l'aise, s'il m'a fait peur, s'il m'a fait pleurer. Et donc, voilà, l'émotion, on ne l'oublie pas, en fait. Et Ouais. donc, du coup, j'essaye toujours, évidemment, de faire passer mon histoire, les situations et les personnages à travers une émotion. D'accord, merci beaucoup. Vous lui disiez tout à l'heure que L'Instinct maternel aux éditions Le Masque, donc, était votre premier roman, hein, qui a été récompensé pour le prix du roman policier du Festival de Cognac en 2002. Et là, vous allez nous parler aussi donc Et les vivants autour, qui est votre dernier roman. Mais pour répondre à la question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre univers livresque en général? Ben, grosso modo, ben, enfin, comme je l'ai dit dans la présentation, en général, c'est vraiment des gens ordinaires, c'est des gens qui nous ressemblent, des gens voilà, qui pourraient être nos voisins, nos collègues, nos amis, nous, notre famille. Et je fais en sorte de les mettre dans une situation qui va complètement faire exploser cet ordinaire, ce quotidien. C'est un peu comme quand l'ordinaire bascule dans l'horreur. Alors évidemment, chez moi, il ne s'agit pas d'une horreur avec, je sais pas, des monstres, du sang, du serial killer et tout ça. Moi, je fais pas ça. Et en plus, j'aime pas trop ce genre d'histoire-là. C'est toujours une horreur, entre guillemets, psychologique. C'est toujours des tensions. J'essaie toujours de tendre le fil narratif de manière très intense au niveau de la psychologie, donc des relations entre les personnages. Euh, voilà, je sais pas, bah, le premier roman, c'est une femme qui est stérile, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, et pour des raisons évidemment que je développe et que je justifie complètement, elle va être amenée à séquestrer une femme enceinte dans l'intention de lui voler son bébé. Voilà. Bon, alors, ça, c'est un truc un peu extrême parce que j'étais une toute jeune auteure et j'essayais voilà, de frapper un peu les esprits. Si on prend mon tout dernier roman, en plus, mon dernier roman est tiré d'un fait divers réel. C'est une jeune femme qui est dans le coma depuis 4 ans. Et voilà, la famille se relaye à son chevet, mais c'est vrai que ça fait 4 ans elle ne réagit plus, elle est complètement dans le coma. Et un jour, le docteur qui s'occupe d'elle depuis 4 ans convoque la famille dans le but de leur annoncer quelque chose. Évidemment, chaque membre de la famille pense que le docteur préconise, et en plus, voilà, ça fait quelques mois qu'il dit qu'on est arrivé au bout du traitement et de l'espoir de ramener cette jeune femme. Donc, ils sont persuadés que le docteur va préconiser d'arrêter les machines.
Voilà, je vais pas dire, je vais pas dévoiler la raison pour laquelle le docteur les convoque. Ça n'est pas pour débrancher les machines, c'est pour autre chose. Et voilà, donc ce sont des situations qui font partie de notre quotidien. Alors évidemment, ça sort de l'ordinaire. On ne vit pas tous ce genre de situation, mais c'est possible. Et puis moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'aller fouiller, de développer la psychologie de chacun des personnages. Donc, si je reprends l'exemple et les vivants autour, donc les personnages qui gravitent, donc les vivants autour de cette jeune femme qui est dans le coma, ce sont ses parents, donc sa mère, son père, c'est son mari et c'est sa sœur. Évidemment, chacun, ils vont réagir d'une façon complètement différente. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que finalement, on les comprend tous. On comprend pourquoi la mère réagit comme ça, on comprend pourquoi le père réagit comme ça, on comprend pourquoi, parce qu'évidemment, ils vont être opposés les uns aux autres. Sinon, ce serait pas drôle, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais finalement, si on se met à la place de chacun d'entre eux, on les comprend. Et alors, ce que j'aime, moi, ce que j'aime, je veux chaque fois pousser le lecteur à faire, c'est se dire, si j'étais à la place de ce personnage, comment moi, est-ce que je réagirais et, voilà, ça c'est le genre d'histoire qui me plaît beaucoup et c'est ce qui résume assez mon univers, je pense. D'accord. Donc effectivement, on a vu la couverture circuler, hein, donc Il est vivant autour, édité chez Belfond. On l'a pas signalé. Tout à fait. Voilà, la date de sortie, ça a été là au mois de février, il me semble. J'ai un doute sur la date. La date de sortie de Il est vivant autour, c'était au mois de mars 2020. Alors voilà, c'était la bonne surprise. Le 5 mars 2020, il sort et puis le 13 mars 2020, il y a tout qui ferme pendant 3 mois, donc pas de librairie, etc. Donc, mais bon, ça a été finalement, on s'est rattrapé par la suite. D'accord, super. Il y a Sacha Noah qui est là, bonsoir, qui nous dit « Mes fils ont lu certains de vos livres pour le cours de français en secondaire. » Oui. Voilà. Talibanière, auteur... Pardon. Je dois dire que c'est une de mes grandes fiertés, c'est que maintenant mes livres sont lus dans les écoles. Et je fais pas mal d'interventions dans les écoles. Je vais régulièrement dans les écoles belges, hein, un peu partout, à Bruxelles, à Mons, à Liège, à Tournai, à Namur, même parfois un peu plus loin. C'est quelque chose que je trouve assez important. Puis c'est quelque chose qui me plaît bien. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des... Alors, évidemment, sur une classe de 25 élèves, il y en a 20 qui sont très, très contents qu'il n'y ait pas cours, etc. Je suis pas naïve non plus, mais c'est vrai que chaque fois que j'ai été à la rencontre de lycéens, que j'ai été dans des classes, il y avait chaque fois un, deux, trois, parfois quatre élèves où on sentait vraiment que c'était important pour eux, il se passait quelque chose et c'était riche en échange et voilà. Et donc, du coup, ça me plaît beaucoup. Vous sentiez qu'il y avait un intérêt pour ces jeunes, justement, de s'intéresser à la lecture et tout ça. Oui, qui s'intéressaient. Et puis, alors aussi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et ça, je crois qu'en fait, c'est ma plus grande fierté, c'est parce que je vais dans des écoles, bon, il y a les écoles le secondaire général, mais il y a aussi des écoles techniques, professionnelles, etc. Et c'est vrai que souvent, il m'est arrivé quand je rencontrais des jeunes, voilà, dont la lecture ne fait pas du tout partie du quotidien, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Mais c'est arrivé plusieurs fois que certains de ces jeunes-là viennent me trouver en me disant, voilà, moi la lecture c'est pas du tout mon truc, mais votre livre là je l'ai lu et je l'ai bien aimé et j'ai compris ce que pouvait être le plaisir de la lecture. Voilà, moi si je devais dire, si je devais choisir une seule de mes réussites, ce serait celle-là, vraiment. Et c'est pas du fake en fait. Je suis vraiment très très fière de ça. Ouais. Ben, vous pouvez en tout cas, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un auteur justement que d'être lu par la nouvelle génération et derrière d'entendre dire qu'il y a un intérêt, que ça les intéresse. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et il y a justement Lolo Brodeuse qui nous dit que est-ce que vous faites lire vos romans avant leur sortie à votre amie Karine Gibel? Et si oui, est-ce qu'elle vous donne des conseils? Alors non, je ne fais pas lire mes romans à Karine et Karine ne me fait pas lire mes romans.
on s'évite cette corvée. Mais non, 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 non. Justement, je crois on s'aime suffisamment et on a suffisamment confiance l'une dans l'autre pour ne pas imposer ça, parce que c'est très compliqué, parce qu'en fait, quand vous découvrez le livre qui sort, qui est publié, en fait, il y a un tel travail éditorial derrière, voilà, toute l'équipe éditoriale, à commencer par notre éditrice Céline Toulouse, euh, que le texte évolue vraiment, vraiment beaucoup. Donc, et finalement, le texte est vraiment prêt pratiquement au moment où il part à l'impression. Donc, on s'évite de lire, voilà, toutes les étapes intermédiaires qui, enfin, moi, pour ma part, après, je ne sais pas dans quel état sont les étapes intermédiaires de Karine, mais moi, pour ma part, sont pas toujours très agréables à lire. Donc, du coup, non, non, on se fait le cadeau de s'offrir le livre à la sortie de chacune, et c'est très bien comme ça. Parce que justement, elle nous rajoute, quand on termine un livre de Barbara Abel, on regarde différemment ceux qui nous regardent, ceux qui nous entourent, pardon, pendant un bon moment. Ben oui, alors, désolée, merci, parce que évidemment, pour moi, je le prends tout à fait comme un compliment. C'est vrai que j'aime bien. Alors, bon, mon but n'est pas du tout de faire un précis de psychologie ou de donner des leçons ou ce genre de choses, hein. Moi, vraiment, ce que je fais, c'est de la narration, c'est du récit, c'est une histoire. Je raconte une histoire, et j'essaye de le faire le mieux possible. En fait, j'essaye de raconter une histoire que moi, j'aurais envie qu'on me raconte. Donc, mais c'est vrai que le fait de pousser d'aller fouiller dans la psychologie et d'essayer justement de rendre les personnages les plus crédibles possibles, de faire en sorte que on ait l'impression que on pourrait être à la place du personnage et que ce genre de choses pourrait nous arriver, et que donc du coup les situations nous parlent et qu'il y a un véritable intérêt d'identification, font que du coup on a, enfin je l'espère, et donc ce que le Brodeuse dit, et je leur remercie vraiment beaucoup, c'est que ça nous touche au point que finalement on va se questionner dans nos propres vies. En fait, moi, pendant que j'écris, je fais ce travail-là, évidemment. Je me mets à la place du personnage et je me pose ces questions, etc. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaye voilà, de retranscrire les émotions qui me viennent à l'esprit, et évidemment de les mettre en scène et de raconter l'histoire. Donc, mais bien sûr, si finalement le lecteur en vient à faire ça, c'est que j'ai réussi mon coup, et du coup, ça me fait super plaisir. Et justement, quand vous écrivez vos romans, est-ce qu'au début, vous avez la trame, vous savez où vous allez, ou est-ce que, comme beaucoup, vous laissez l'imagination prendre le dessus et en fait, vous verrez ce qui vous. Non, non, enfin oui, oui, j'ai pas la trame. Moi, j'ai la situation de départ. Et puis, en fait, je pars à l'aventure dans mon roman. En fait, je l'écris au fur et à mesure, et j'essaye de trouver enfin, je trouve les idées. Pour moi, il y a plusieurs avantages à ça. D'abord, le premier avantage, c'est que j'écris du thriller psychologique. Donc, un des codes du thriller, c'est que je dois aussi, enfin, je dois surtout surprendre le lecteur. Et la meilleure façon de surprendre le lecteur, c'est de me surprendre moi-même. Si je connaissais toute l'histoire avant de commencer à l'écrire, il n'y aurait plus de surprise. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y aurait une sorte de ronron, d'écriture un peu plan-plan, parce que, finalement, parce que je sais exactement où je vais et ce que je dois écrire. Donc, ça se sentirait, j'ai l'impression, dans mon écriture. Et puis aussi, et surtout, c'est que les vraies bonnes idées mettent du temps à se trouver. Et Oui. pour les avoir, il faut plonger dans l'histoire, il faut bien connaître ses personnages, il faut tâtonner, il faut chercher. Et donc, moi, il y a des idées, des vraies idées qui donnent un tournant décisif à l'histoire, que je ne trouve qu'après 5 ou 6 mois d'écriture. Et c'est parce que j'ai eu ces 5 ou 6 mois d'écriture-là que je trouve ces idées-là. Donc, comment faire pour trouver ces idées si on ne passe pas par l'écriture de chapitre après chapitre? Et
et en plus, moi, j'ai un truc, c'est que j'écris un chapitre et à la fin du chapitre, bon, pas tout le temps, mais c'est vrai que de manière récurrente, régulièrement, à la fin des chapitres, je me dis, bon, ben voilà, alors j'en suis là dans mon histoire. Bon, maintenant, que pourrait-il se passer? Quelle est l'idée que je pourrais mettre en scène à la fin de ce chapitre ou au chapitre suivant, dont on ne s'attend absolument pas, dont là, personne, pas même moi, ne pourrait prévoir cette évolution de la situation. Et le truc que je mets en place et qui fonctionne super bien à chaque fois, c'est que la première idée qui me vient en tête, ben, je ne l'utilise pas. La deuxième idée, je ne l'utilise pas. La troisième idée, je ne l'utilise pas. Et je commence à m'intéresser à la quatrième ou à la cinquième idée. Tout simplement parce que si moi, j'ai eu cette idée, ces trois premières idées de manière assez facile, si elles me viennent en tête de manière fluide et assez facile, ça veut dire que le lecteur aussi va penser à ça. Et donc, du coup, ça ne va pas du tout le surprendre. Et donc, voilà, tout ça, c'est vraiment des trucs et des stratégies de narration, mais qui ne peuvent se mettre en place qu'au cours des mois, des semaines et des mois d'écriture. Et donc, du coup, je suis obligée de plonger les mains dans le cambouis pour pouvoir avoir cette évolution narrative telle que je les aime. D'accord, ok. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, et vous êtes nombreux à nous rejoindre, que donc Barbara Abel, donc, qui est auteur de plusieurs romans qui ont été adaptés à la télévision et traduits dans les plusieurs langues, dont Duel. J'ai vu la question passer tout à l'heure de Duel, qui a été un de vos romans, on le voit à l'écran, qui a été adapté au cinéma. Et justement, une question, vous arrive-t-il qu'un drame arrive dans l'histoire sans que vous l'ayez vu venir? Je ne comprends pas votre question. Alors, c'est Tali qui nous pose la question. Alors, bonsoir à tous, parce que là, les questions, elles défilent d'un coup. Tali qui nous dit, est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous écrivez, qu'un drame, en fin de compte, vienne s'improviser dans votre histoire? Oui, oui, tout à fait, oui. Bah, elle est très claire, la question. C'est moi qui suis un peu à l'ouest. Non, pas de souci. Oui, tout à fait. Ce sont des choses qui peuvent… alors, en général, le gros drame, ce qui fait la base de mon histoire, je la trouve avant, puisque c'est ce qui va me permettre de commencer à écrire. Mais c'est vrai que oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas spoiler là, mais à plusieurs reprises, dans certains de mes romans, voilà, je suis dans mon histoire, j'évolue avec mes personnages, etc. Puis tout d'un coup, il y a une idée de drame surgit et que je trouve intéressant et que j'ai envie de mettre en scène et que donc je vais ajouter à mon histoire alors qu'au début, ce n'était pas du tout prévu. Tout à fait. Et justement, il y a une question intéressante de Sacha, puisqu'on a vu le visuel de Duel, justement, qui nous demande: que pensez-vous de l'adaptation cinématographique de votre livre Derrière la haine, Duel? Ah bah, je la trouve absolument somptueuse. Je la trouve vraiment très, très réussie. Je trouve que le réalisateur Olivier Massé-Depasse, qui est aussi le scénariste, a réussi un tour de force, d'abord parce qu'il a parfaitement résumé cette histoire en 1h30. Et puis, ce que je trouve vraiment très, très fort, c'est que c'est mon histoire, de manière tout à fait indéniable, mais c'est son film à lui. Il a fait une adaptation très, très personnelle et j'ai adoré voir ce film. En plus, il a eu l'audace de la transposer dans une époque différente. Donc, l'action se situe dans les années 60, alors que moi, mon action se situe aujourd'hui. Et il a mis en scène cette relation entre ces deux voisines et amies et voilà tout le drame qui survient et toute l'évolution de cette relation entre les personnages. Je trouve qu'il a fait ça de manière absolument magistrale. Donc, vraiment, j'ai adoré ce film. Je vois la question qui demande si c'est le seul roman qui a été adapté au cinéma. Non, j'ai mon second roman qui s'appelle Un bel âge pour mourir, alors qui a été adapté à la télé, qui a été adapté alors ça commence à dater maintenant, en 2008 pour France 2, un film de Serge Ménard avec Émilie Dequesne et Marie-France Pizier. D'accord, ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Justement, une question intéressante de Joël qui demande: est-ce que vous êtes influencé par le fait que vos romans puissent être adaptés en film ou en série lors de l'écriture? Alors non, pas du tout.
Là, justement, je suis très claire avec moi-même et c'est vraiment un piège dans lequel je veux absolument pas tomber. C'est que j'écris des romans et j'écris pas des scénarios. Alors, à côté, là, je viens de terminer l'écriture d'un scénario de série, mais je l'ai écrite en scénario. C'est vraiment, et c'est deux écritures totalement différentes. Non, non, je le fais d'autant moins que je suis intimement persuadée que si j'écrivais un roman dans le but d'être adapté, ça ne fonctionnerait pas. Je pense que ce qui attire les scénaristes ou les réalisateurs qui achètent les droits de mes romans et qui les adaptent, c'est justement que c'est un roman et que eux vont pouvoir en faire leur scénario et leur film à eux. Et que si je l'écrivais dans une sorte de semi-scénario avec déjà des choses une vision très personnelle d'une possible adaptation, ça les exciterait moins et ça leur donnerait moins envie en fait d'adapter ça à leur propre univers. Donc, et en plus, ça m'a réussi jusqu'à présent puisque donc j'ai quand même 2 romans qui sont adaptés, faits, finis. Bon, il y en a plusieurs qui sont sous option, donc qui sont voilà encore en passe d'être adaptés. Donc, je vois pas pourquoi en plus je changerais de technique. Ça fonctionne super bien comme ça. Donc voilà. Mais effectivement, on me fait remarquer, on a vu le visuel hein, donc de Duel, et on me dit effectivement, et je le vois, que vous l'avez également derrière vous en poster. Ah oui, 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 c'est vrai, il est là. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc l'affiche de Oui, bah Duel. oui, c'est ma petite fierté. Bah, Oui, je le mets d'autant plus que moi, j'ai rien fait du tout dans ce film. Enfin bon, j'ai inventé l'histoire, mais je veux dire, j'ai pas écrit le scénario, etc. Donc, oui, j'en suis ouais, assez super fière. cool. Et puis en plus, je trouve l'affiche très, très belle. Donc, Oui, voilà. effectivement, on la voit à l'écran, c'est vrai qu'elle est très, très, très belle. Et justement, donc, pour assurer Thalie, la question n'a pas encore été posée, donc on va pouvoir la poser. Combien de temps en moyenne mettez-vous à écrire un livre? Et est-ce que vous écrivez tous les jours? Alors, donc vraiment en moyenne, je mets 1 an, plus ou moins. Alors, j'essaye d'écrire tous les jours parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer évidemment dans l'écriture. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases dans l'écriture d'un roman. Avant la rédaction, il y a déjà trouvé une idée. Donc ça, c'est beaucoup lire, rêver, regarder des films, s'intéresser à l'actualité. Je vais même vous dire sortir avec des amis, discuter avec des gens. Voilà, ce sont des périodes durant lesquelles j'appelle, je sors mes antennes, je sors mes radars. Et donc, je scanne un peu toutes les idées qui se présentent à moi. Donc déjà, ça fait déjà partie du processus de création. Après, évidemment, moi, je me mets très, très vite à l'écriture à partir du moment où j'ai voilà, une situation de départ, je m'y mets assez vite. Mais après, il y a un gros boulot souvent aussi de documentation parce que je ne raconte pas l'histoire d'une romancière. Donc, je veux dire, même le fait que mes personnages aient tel métier, tel genre de vie, tel âge, tel passif, etc., je suis obligée tout le temps de me renseigner. Par exemple, dans Je sais pas, il y a un personnage qui a le diabète. Ben voilà, j'ai dû faire un travail de documentation autour du diabète parce que moi personnellement, j'ai pas le diabète. Je sais pas, dans Derrière la haine, voilà, il y a des parents qui perdent leur enfant et moi, voilà, ça m'est pas arrivé. Donc, pour aller fouiller dans la psychologie, je suis obligée de voir comment ça se passe. Enfin, voilà, je me rends compte que je dois souvent faire un gros travail de documentation. Et puis évidemment, il y a la rédaction en tant que telle. Et oui, j'essaye d'écrire tous les jours parce que l'écriture, c'est comme du sport, en fait. Si on le fait tous les jours, ça devient de plus en plus facile et on peut aller de plus en plus loin. Et je remarque d'ailleurs, quand je passe des longues périodes sans écrire, c'est toujours très, très compliqué et très laborieux au début. Donc voilà. On les a vus passer à l'écran, donc les différentes couvertures de vos Ouais. romans, qui sont, pour certaines, qui sont très, très jolies. Et justement, il y a une question qui demande, est-ce que c'est vous qui les choisissez, ces couvertures? Alors non, je ne les choisis pas. Enfin, en fait, c'est le graphiste de la maison d'édition qui me soumet des propositions. Mais après, c'est moi qui choisis au final, c'est moi qui décide, bah oui, on va prendre celle-ci ou celle-là.
Mais c'est vrai que du coup, je peux parfois refuser pas mal de couvertures parce que ça ne me plaît pas ou c'est pas l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de présenter mon histoire. Donc c'est toujours moi qui est le dernier mot. C'est moi qui décide au final quelle est la couverture qui va être prise. Et d'ailleurs là on voit la couverture de mon dernier, du roman qui va paraître, là, Les Fêlures, que je trouve absolument magnifique. Voilà, j'en suis très fière, je suis très très contente. Voilà, donc on la voit effectivement, Les Fêlures. C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Ouais, elle est très belle, je trouve. Et justement, il y avait une question également, que vous avez partiellement répondu tout à l'heure de Joël, deux questions qui dit quel est votre point de départ pour écrire une nouvelle histoire et est-ce que vous avez des rapports particuliers avec vos personnages? Ben, le point de départ, c'est toujours une situation qui me paraît assez riche en développement. Derrière la haine, c'est deux couples voisins, très amis, qui ont des enfants du même âge et dont un des couples va vivre un drame. Et donc, l'harmonie qu'ils ont réussi à construire va être complètement déséquilibrée. Et le paradis dans lequel ils vivaient va se transformer en enfer. Et les vivants autour, c'est cette jeune femme dans le coma à qui va arriver quelque chose et dont l'entourage va devoir prendre des décisions difficiles. Je sais pas, c'est une sortie scolaire au terme duquel une petite fille de 5 ans va disparaître. Alors après, c'est pas une histoire de disparition d'enfant parce qu'on la retrouve assez vite et elle est indemne, mais il s'est passé quelque... Voilà, c'est toujours une situation finalement assez simple qu'on peut toujours résumer en une phrase, mais dans laquelle moi je vois vraiment un horizon de possibilités de tension psychologique en fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et donc à partir du moment où je me dis bon je vais pouvoir jouer sur tel sujet, tel thème, telle émotion, telle réaction, etc. Et que je vois que sans même commencer à vraiment me creuser les ménages, je vois qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à moi, je fonce dedans. D'accord, ok. Talibanière qui nous demande, concernant le graphiste des couvertures, qui on le rappelle, hein, on a eu l'occasion pendant tout le mois de février de découvrir les éditions rédactives et de découvrir avec Alexandra Perle, l'infographiste de cette maison d'édition, hein, qui est vraiment un très beau métier, qui demande est-ce que vous, votre graphiste, lit votre livre avant de préparer votre couverture? Alors bon, il faut que je vous dise que moi je connais pas mon graphiste, entre guillemets, c'est le graphiste de la maison d'édition. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un contact avec la graphiste qui a fait cette magnifique couverture de Les Fêlures. En fait, tout simplement parce que dans les propositions elle m'avait soumises, il y avait beaucoup de choses différentes, mais il y avait à un moment donné une tasse qui était non, elle était même pas fêlée. Non, c'était une tasse où il y avait des traces de sang. Voilà, au début, c'était ça. Donc, des empreintes sanglantes sur la tasse. Et je trouvais l'idée assez chouette. J'aimais bien l'idée parce que la tasse est un objet du quotidien et moi, mon univers, c'est un univers du quotidien, mais où il y a un truc qui sort de l'ordinaire et puis voilà, le sang, etc. Donc, j'aimais bien l'idée. Donc, du coup, j'avais été discuter avec elle. Et puis, quand on a trouvé le titre avec mon éditrice, c'est mon éditrice qui a trouvé le titre Les Fêlures que j'adore et sur lequel j'ai sauté à pieds joints. On est allé parler avec la graphiste et elle a fait des propositions de tasses du coup fêlées. Et bon, celle-là, elle est un peu plus que fêlée, mais voilà. En fait, dès que j'ai vu cette couverture, j'ai dit ok, ça va, c'est bon, c'est ça. Et donc du coup, non, je la connais pas. En plus là, je suis maintenant chez Plomb. C'est une nouvelle maison d'édition. Enfin, j'ai toujours la même éditrice. Hein. Moi, je suis très, très fidèle. Donc, en fait, je suis mon éditrice de maison d'édition en maison d'édition. C'est pour ça que je change de maison d'édition. Mais donc, du coup, là, il y a la graphiste de Plomb, mais que je ne connaissais pas du tout. Avant, c'était la graphiste là où le graphiste de Belfond. Avant, c'était Fleuve. Avant, c'était Le Mas. Voilà, donc c'est des gens qui travaillent dans les structures éditoriales, mais que je ne connais pas spécialement.
D'accord. Alors que nous approchons bientôt des 3 quarts d'heure de live, il y a une dernière question. Donc, on a vu vos couvertures passées, on a appris davantage sur votre univers livresque. Et d'ailleurs, je tiens encore une fois, au nom du groupe, à vous remercier, Barbara. Où est-ce qu'on peut venir vous voir prochainement? Est-ce que vous avez des dates de prévues en Belgique, de salons, de dédicaces? Ou Alors, en France? En Belgique, bah, bon, il va y avoir je vais certainement aller signer chez Filigrane à la sortie du bouquin, je pense que ce sera plutôt fin avril. Sinon, je serai à Quai du Polar le 1er, 2 et 3 avril. Au mois de mai, je suis à Hyères. Je serai au Salon de Paris aussi. Attendez, je regarde un peu tout ce qui est déjà booké. Si vous voulez tout savoir. Donc, Quai du Polar, le 1er, 2 et 3 avril. Je suis au Salon de Paris le 23 et 24 avril. Je suis à Hyères le 20, 21, 22 mai. Je devais être à Nice le 3 et 4 et 5 juin, mais je n'y serai pas parce que je serai à New York. Je suis à Saint-Maur-en-Poche les 25 et 26 juin. Voilà, ce sont les dates qui sont bouclées pour le moment, mais évidemment, il y a des dates qui vont très certainement se rajouter une fois que le livre sera sorti. D'accord. De toute façon, pour suivre votre actualité, on l'a vu, il y a dans la description, on a mis le lien de votre page où là, si on veut effectivement suivre votre actualité, on peut aller mettre un petit like sur la page de Barbara Abel. Mais en tout cas, une fois de plus, merci encore, Barbara, C'est pour moi cette qui vous remercie et ben voilà, au revoir tout le monde et j'espère que mon prochain roman vous plaira. Voilà, je suis dans la période où je sais plus du tout. Je sais plus du tout ce que ça vaut voilà, c'est vraiment le moment où je lâche le bébé. Donc, je vous en souhaite bonne réception. Je pense que c'est pas trop mal quand même. J'en suis assez contente, assez fière. Et voilà, j'espère qu'il vous procurera beaucoup de plaisir. Eh ben, écoute, merci à tous. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Merci à Barbara donc d'avoir répondu à nos questions. Et je tiens Merci aussi et au à revoir. remercier donc Mathis Bigra qui est en régie et qui, comme d'habitude, fait un travail remarquable. Donc, merci à lui aussi également. Voilà, donc, chers amis, on se retrouve donc dès samedi pour le prochain live. Donc, à 18 h samedi prochain. Et je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.